J'ai le plaisir de recevoir à distance de, bon, alors, des gens qu'on connaît bien parce qu'ils n'étaient pas très loin il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on va recevoir deux représentants de la société Atoptima, donc Adrien Duruisseau et Guillaume Marquez, qui vient de finir sa thèse à l'Université de Bordeaux il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vous écoute, donc vous avez il vous reste, ouais, si vous pouvez faire ça en 25 minutes, c'est parfait. Très bien. Pas de souci. Donc, bonjour. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout va bien techniquement? D'accord. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui du transport multimodal et de la logistique biniveau avec notamment Guillaume Marquez qui a fait une thèse sur le sujet et qui l'a terminé très récemment. Et donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais commencer par vous donner un bref aperçu d'Atoptima et des technologies qu'on met en place chez Atoptima pour vous donner quelques éléments de contexte. Donc Atoptima, c'est une startup qui est une spin-off d'Inria et de l'Université de Bordeaux et qui est un éditeur de logiciels avec le label Deep Tech de BPI France qui apporte des modules d'optimisation pour la planification des opérations. Et donc on s'attaque à un défi de taille qui est celui de faire plus avec moins. Faire plus parce que évidemment la croissance à la fois économique et démographique exige que la consommation augmente, mais aussi les mouvements des hommes et des marchandises. Et avec moins parce qu'on a ce besoin impérieux de réduire notre consommation des ressources, en tout cas de rationaliser cette consommation des ressources pour assurer une régénération naturelle des ressources de la planète et donc un développement durable. Donc c'est un défi qui peut paraître assez utopique comme ça, mais des technologies d'optimisation mathématique permettent d'y accéder. Donc au-delà de ce défi socio-économique d'envergure, il y a aussi un défi technique avec l'explosion combinatoire que vous connaissez sans doute, une croissance exponentielle du nombre de possibilités quand la taille du problème augmente et qui nécessite une approche qui est ad hoc tout en étant agile. Et face à ces enjeux, les outils sont tout à fait insuffisants, soit inexistants dans la plupart des cas, soit insuffisants avec des moteurs de règles ou des heuristiques simples qui sont sous-optimales. Alors, je passe à la slide suivante. Voilà, donc Atoptima se propose de permettre à ses partenaires de franchir la prochaine marche technologique. On retrouve ici les différents domaines d'analyse, du descriptif jusqu'au prédictif, avec des outils de reporting, de data visualisation, de simulation, de statistiques. Et puis Atoptima s'inscrit vraiment dans la partie droite là, de la slide sur l'analyse prescriptive, avec notamment des technologies d'optimisation mathématique qui permettent de répondre à la question que faut-il faire, comment affecter au mieux mes ressources pour atteindre mes objectifs et en respectant mes contraintes. Donc c'est un domaine d'analyse qui a une vraie valeur ajoutée pour le milieu industriel, mais qui est extrêmement complexe et donc on va voir ça, comment est-ce qu'on peut traiter cette complexité par la suite. Donc on a un positionnement qui est assez original dans le sens où aujourd'hui, en fait, on est contraint de choisir entre des solutions qui sont accessibles, rapides à mettre en place, ou des solutions qui sont souples et qui répondent aux vrais problèmes de chaque client. Et donc Atoptima cherche à concilier ces avantages existants tout en apportant des nouveaux avantages qui sont inexistants, comme la technicité et l'évolutivité de la solution notamment. Alors, c'est pourquoi on apporte des modules d'optimisation qui sont à la fois accessibles, sur mesure et évolutifs, hébergés dans le cloud pour le domaine de la planification des opérations, avec 3 sous-domaines d'application: l'optimisation de tournée dans l'espace, l'ordonnancement des tâches dans le temps, et puis l'affectation des opérations combinée avec le routage et l'ordonnancement. Donc ici, on a une synchronisation entre l'espace et le temps qui est, on va le voir, fondamentale sur le sujet traité aujourd'hui du transport multimodal. Je passe rapidement ici sur les bénéfices de ce genre de technologie parce que vous les connaissez sans doute. C'est évidemment l'automatisation en apportant des outils d'aide à la décision aux équipes de planificateurs, mais aussi accroître la performance opérationnelle avec un usage rationnel des ressources qui permet de réaliser des économies sur les coûts opérationnels,
améliorer également la qualité de service, c'est proposer des services qui sont plus adaptés, notamment ici sur la thématique du jour, au milieu urbain, avec plus de réactivité, et puis un enrichissement de l'offre où ici on va chercher à enrichir un produit, un service ou un modèle existant avec un moteur d'optimisation qu'on vient insérer pour valoriser notamment de nouveaux services ou de nouvelles fonctionnalités. Cette slide pour préciser l'architecture technique d'Atoptima qui est assez innovante aussi sur ce fonctionnement en librairie logicielle avec des multicouches de briques génériques. Donc on retrouve ici des solvers mathématiques généralistes que vous connaissez en couche basse, qu'on exploite en couche basse comme Simplex, Gurobi. Et puis toute la valeur ajoutée d'Atoptima, ça va être sur la partie en vert, hein, donc à la fois des solvers spécifiques à la planification des opérations, mais aussi des plateformes de modélisation qui permettent d'avoir des applications génériques par grande catégorie métier, et donc si bien qu'en fait pour chaque cas d'étude spécifique, il nous suffit entre guillemets d'ajuster le modèle, mettre en place les protocoles de communication et calibrer les algorithmes pour avoir les meilleures performances sur le problème en particulier. Mais finalement, on n'aura aucun développement algorithmique spécifique pour le problème de chaque client, et ce qui nous permet d'apporter à la fois du sur-mesure, mais aussi dans des temps très courts de mise à disposition et avec évidemment des prix plutôt attractifs que ceux qui développent tout à partir de rien pour chaque cas d'application. S'ajoute à cela cette notion d'accessibilité qui est fondamentale aujourd'hui, et on l'a vu, c'est une condition même de passage à la marche suivante de l'analyse prescriptive, avec des modules qui sont hébergés sur le cloud, et notamment une interface de visualisation qu'on a mis en place qui permet non seulement de visualiser les solutions qui sont produites par le solver, avec une vision carte, mais aussi timeline dans le temps, pour avoir cette synchronisation et la vision liste, mais qui agit aussi en tant que véritable tour de contrôle, un outil d'aide à la décision, où ici le planificateur peut, à partir de la solution qui lui a été fournie, déplacer à la main avec un système de drag and drop des requêtes pour simuler différents scénarios et évaluer non seulement leur faisabilité, mais aussi leur coût. Donc, sur la différenciation, on en a parlé, mais on a évidemment cet historique de recherche opérationnelle avec des résultats académiques, des thèses sur le sujet qui nous permettent d'apporter une réelle différenciation métier, hein, qui pourrait être résumée comme traiter le vrai problème dans toute sa complexité et sa globalité. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est capable de répondre complètement à la question suivante: quelles ressources affecter quand, où et pourquoi, en respectant mes objectifs et mes vraies contraintes et surtout les horizons de temps. Donc ici, on a 3 piliers qui sont assez structurants sur les problématiques métiers, notamment avec un premier pilier sur l'optimisation systémique plutôt que hiérarchique, où on va traiter simultanément les différents niveaux de décision, les différentes ressources, les différentes périodes, avec notamment des technologies et des méthodologies de décomposition. Deuxième pilier, c'est sur cet aspect optimisation complète, avec en traitant le multi-objectif, mais surtout des contraintes qui sont à la fois très complexes et qui peuvent être combinées entre elles. Le niveau d'abstraction en fait de nos solvers et de nos plateformes de modélisation permettent de traiter pratiquement un nombre illimité de contraintes, qu'elles soient strictes ou souples, et dans différents domaines de manière assez générique. Et enfin, le troisième pilier sur l'aspect temporel qui est fondamental dans de nombreuses problématiques, et notamment celle du transport multimodal, avec une notion d'optimisation cohérente. On retrouve ici les différents horizons de temps, du stratégique très long terme jusqu'au temps réel. Donc là, il y a une double dynamique, hein, non seulement au niveau stratégique, tactique, il va falloir mettre en place une optimisation robuste aux aléas, qui va pouvoir encaisser les aléas qui vont se produire, mais aussi dans l'autre sens, en temps réel, lors du déploiement, lorsqu'il va y avoir un aléa, parce que ça arrive évidemment, on va essayer d'apporter une réoptimisation dynamique avec un objectif de stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, trouver une solution de backup quand il y a un aléa, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'assurer le fait que le planning ne soit pas complètement bouleversé, et de faire en sorte qu'on conserve une bonne qualité d'optimisation malgré les aléas. Et je passe maintenant la parole à Guillaume, qui va rentrer dans le vif du sujet sur la partie transport multimodal. Merci Adrien. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un prototype qu'on a réalisé chez Atoptima. Et ce prototype
traite d'un problème qui est vraiment dans le prolongement de la thèse que j'ai effectuée donc à l'université de Bordeaux, hein, comme dit tout à l'heure. Donc ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, hein, en tant qu'ancien étudiant de l'université de Bordeaux. Donc en fait ma thèse a traité des problèmes de tournée de véhicules sur 2 niveaux. Donc c'était en fait sur les méthodes exactes, hein, pour résoudre ces problèmes. Donc je vais commencer par présenter les motivations. Donc le but en fait c'est de planifier les routes des véhicules qui vont livrer des clients situés en centre-ville. Et en fait le problème du transport de marchandises, c'est que il entre en compétition avec le transport de personnes. Donc par exemple aux heures de pointe le matin, là où il y a aussi le plus de livraison de marchandises, là il y a beaucoup de congestion, hein, à cause de ça. Et ça crée donc de la pollution, mais aussi des nuisances sonores notamment. Et en plus de ça, donc certaines parties des villes ont des zones à accès restreint, donc ça peut être limité dans le temps, hein. Par exemple au centre-ville de Bordeaux, au niveau des restaurants, ça sera par exemple du 7-11 heures. Mais ça peut être aussi des zones à basse émission, donc interdiction de circuler avec des véhicules polluants. Et en plus de ça, donc le transport urbain, j'avais pas fini. Et en plus de ça, donc le transport urbain, voilà. Donc le transport urbain, le transport de marchandises continue à grandir à cause des stocks qui se rétrécissent, de livraisons qui doivent être effectuées plusieurs fois dans la journée, hein, notamment dans les pharmacies, l'augmentation du e-commerce, Amazon, et évidemment l'exode rural et donc le fait qu'il y ait de plus en plus d'habitants dans les villes. Voilà, donc le but principal, hein, évidemment, c'est de ne pas livrer en centre-ville avec des gros camions, mais plutôt d'utiliser des petits véhicules, hein, comme cela. Il y a un autre problème, c'est que en fait, on va pas. Donc les centres de distribution, ils sont situés vraiment à l'extérieur des villes, et on va pas pouvoir rouler par exemple Cestas jusqu'à Bordeaux dans ce genre de petits véhicules. Donc il va falloir en quelque sorte avoir des dépôts intermédiaires. Et donc on va avoir un système de distribution à 2 niveaux. Au premier niveau, ce sont les camions qui vont livrer aux dépôts intermédiaires qui seront situés donc à proximité du centre-ville, et ensuite des petits véhicules qui vont livrer à l'intérieur du centre-ville. Voilà. Donc là, on va vraiment donc étudier un cas spécifique du problème, une variante spécifique. Donc en fait, il se trouve que la plupart des villes européennes sont traversées par un fleuve. Je crois que c'est le cas de la majorité des grandes villes en France, hein, peut-être une qui n'est pas traversée par un fleuve. Ce fleuve, c'est un super accès au centre-ville, dans la plupart des cas. Quand les infrastructures sont disponibles, on pourrait du coup décharger les marchandises au niveau du fleuve et ensuite faire partir les véhicules, les petits véhicules dans le centre-ville pour livrer les clients. Donc il y a des raisons historiques, hein, à ça. Et notamment parce que le transport fluvial était très important en Europe, de la fin de l'Antiquité jusqu'à la généralisation des chemins de fer durant la seconde révolution industrielle, puis le transport routier dans les années 60-70. Il faut savoir déjà que les routes n'étaient pas très sûres, hein, donc à l'époque, hein, notamment à cause des guerres et du brigandage. Et donc en fait, la plupart des marchandises arrivaient par les fleuves. C'est le cas notamment des matériaux de construction, puisque c'était très lourd, hein, mais aussi le vin, le bois aussi. Et donc, en fait, les rivières, les fleuves, c'était de vraies portes d'entrée pour l'accès aux villes. Et donc là, c'est un exemple, donc c'est à Paris, 18e siècle, proche de Place de Grève, donc à proximité de l'hôtel de ville. Et donc là, on voit bien, les quais étaient un vrai lieu de travail. Aujourd'hui, on aura plus tendance à s'y promener, depuis quelques années seulement. Et donc, on va se concentrer sur ce problème. Donc, c'est un problème sur 2 niveaux. Donc, au premier niveau, on va avoir... ça s'est un peu déplacé, mais donc, au premier niveau, on va avoir donc un bateau
qui va partir de ce point rouge ici, qui est le centre de distribution. Et ensuite, au fil de la journée, il va aller d'ouest en est et il va s'arrêter au point vert, qui sont des quais de déchargement situés dans le centre-ville. Le but, ça va être de planifier les arrêts du bateau, tout en minimisant le coût total de la distance totale parcourue par les vélos, qui seront les véhicules de second niveau et qui livreront les clients. Donc chaque client va avoir une demande qu'on va devoir satisfaire et on va devoir aussi visiter chaque client dans une fenêtre de temps. On va devoir synchroniser de manière exacte le bateau et les vélos et ensuite on va devoir respecter la capacité du vélo, hein, puisque le vélo il ne pourra pas transporter tout le contenu du bateau. Donc voilà, donc le bateau il se déplace d'est en ouest et donc là par exemple il va arriver au deuxième quai de déchargement donc là on a un vélo qui peut démarrer, donc on fait le transbordement entre le bateau et le vélo sur le quai. Le vélo il fait sa route, donc les traits blancs en fait ce sont des ponts, hein, pour franchir la rivière et donc la tournée doit se terminer à un quai de déchargement où le bateau est présent. Voilà. Donc on va se concentrer sur une partie très spécifique de notre algorithme, hein, donc c'est l'heuristique de démarrage à chaud. Il faut savoir que les méthodes exactes elles fonctionnent avec un mécanisme de borne, on va dire, hein, donc on va essayer d'améliorer donc une borne inférieure sur la valeur de la solution optimale, mais il va aussi nous falloir une borne supérieure pour aller très vite, hein, dans l'exécution de nos méthodes exactes. Donc ici, l'heuristique, c'est pour une borne supérieure, donc on cherche une solution faisable. Et donc on va commencer par une première étape où on énumère les solutions de premier niveau. Donc finalement, ce sont les combinaisons de satellites. Donc ici, on a de la chance, elles sont ordonnées, donc il y en a quand même moins, mais aussi des partitions de temps. Ensuite, pour chaque solution de premier niveau, on va résoudre une variante du problème de tournée de véhicule avec capacité et multidépôt. Donc, c'est une variante puisque dans le classique, en fait, quand un véhicule démarre d'un dépôt, donc ici dans ce cas un vélo, il doit revenir à ce dépôt à la fin de la tournée. Ici, il peut aller à un autre dépôt. Donc, on va utiliser une méthode de recherche locale itérative plus une exploration de voisinage aléatoire, hein. Donc, on va faire 12 itérations sur 4 threads. Et les mouvements qu'on va utiliser, donc c'est classique, hein, intra-route et inter-route. Donc on aura du shift, donc ça veut dire on change la position d'un client dans une route, ou on peut même changer le client de route. Le swap, c'est un échange entre une paire de clients, pardon. Des fois, on peut prendre deux clients en même temps et échanger avec deux autres clients. Et aussi du de-opt, donc là, on va extraire une partie de la route, on va l'inverser et on va la remettre dans la route. Ou sinon, sur deux routes, qu'on fait du interroute, ça va modifier les deux routes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est sur du hiérarchique. Ça veut dire qu'on va commencer par minimiser la violation, donc chercher tout de suite une solution faisable. Et ensuite, on va essayer d'améliorer le coût de cette solution. La limite, donc c'est 25 perturbations, mouvements sans amélioration, et dans ces cas-là, on arrête notre itération. Donc pour les résultats, donc on a décidé de présenter donc des instances qu'on a dû créer donc pour la présentation, hein. On a créé des instances à partir des instances de Solomon, hein, du problème de tournée de véhicule avec fenêtre de temps. Donc il y en a 56, on a rajouté 4 satellites de la même manière que ce que j'ai présenté juste avant, et donc on a 100 clients au total. Donc pour les résultats, on a fait tourner l'heuristique 10 fois sur chaque instance, et on a calculé donc en quelque sorte la distance entre la meilleure solution trouvée pour chaque instance et la solution moyenne. Donc dans le meilleur des cas, c'est 0%, ça veut dire qu'on a trouvé la même solution à toutes les itérations. Et dans le pire des cas, ça va jusqu'à 3,4%. On a 0,8% de moyenne, ça veut dire que l'heuristique est plutôt stable. Et on trouve la meilleure solution, hein, on va dire, une fois sur 5 à peu près. Et l'heuristique est assez rapide, hein, vu que le temps d'exécution varie entre, on va dire, 1 minute 20 et 5 minutes 30, avec une moyenne à 2 minutes 30. On a fait une autre petite expérimentation. On a testé si on n'utilise qu'un seul quai de déchargement. Donc le bateau arrive et il passe sa journée à un seul quai de déchargement.
Mais dans ce cas-là, la solution, hein, donc la distance totale parcourue au second niveau ne croît que de 3%. Mais bon, c'est à cause des instances. Je pense qu'on pourrait facilement créer des instances où ça augmenterait de 10-15% facilement. Voilà, donc là, on a des exemples de solutions. Sur la solution de gauche, donc le point rouge, c'est le centre de distribution. Donc on voit que le bateau va jusqu'au deuxième quai de déchargement. Voilà, donc le bateau va jusqu'au deuxième quai de déchargement. Et là, on va avoir 7 vélos qui vont démarrer en même temps. Puis ensuite, le bateau bouge au troisième quai de déchargement. On récupère donc 3 vélos. Donc en fait, j'ai oublié d'expliquer, mais les vélos doivent revenir au bateau parce qu'ils peuvent récupérer des cartons chez les clients. Donc c'est pour ça qu'on a cette contrainte. Donc voilà. Donc là, il revient, il récupère les cartons et ensuite, à la fin, au quatrième quai de déchargement, il y a les 5 routes, donc j'ai du mal compter, qui viennent au bateau. Et donc sur la solution de droite, là par contre on a 2 routes qui démarrent au premier quai de déchargement. La jaune se termine au deuxième quai et on en a 2 autres qui démarrent. Et ensuite tout se termine au troisième quai de déchargement. Donc voilà. Donc en conclusion, les rivières, les fleuves sont des bons accès au centre-ville si les infrastructures sont disponibles pour le déchargement. Et donc notre heuristique, donc on a utilisé un de nos solvers spécifiques, hein, donc c'est une librairie qu'on a développée chez Atoptima, produit des solutions initiales très rapidement. Et pour les perspectives, donc ça serait de se débarrasser de cette énumération au premier niveau. On pourrait peut-être être plus rapide. Et une autre perspective, ça serait d'utiliser plusieurs bateaux au premier niveau, mais là ça devient plus compliqué parce qu'on devrait savoir à quel client appartient chaque colis. Donc ça dépendra de comment évolue le prototype. Merci. Alors, excusez la présentation. On a remarqué il y a plusieurs titres qui sont passés à la ligne alors qu'ils devaient être sur une seule ligne. J'espère que c'était quand même suffisamment clair. En tout cas, si vous avez des questions, on peut remonter éventuellement dans les slides pour donner quelques précisions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Alors moi, je pourrais faire semblant d'avoir la question, mais j'avais pas mal. Je pense que je connais un petit peu déjà la problématique. Donc sur la livraison avec les bateaux, il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui ont lancé des projets autour de ça, ou ça reste un peu spéculatif pour l'instant? Je sais pas si on pourrait dire c'est vraiment spéculatif. Il y a quelques projets, mais après les projets en eux-mêmes peut-être qu'ils sont spéculatifs. Donc D'accord, mais il y a quand même pas mal de municipalités qui ont émis le souhait de vouloir développer ce type de. Il y en a qui seraient intéressés en tout cas. Pardon, vas-y Guillaume. Enfin, je sais qu'en tout cas il y en a qui seraient intéressés pour réutiliser en tout cas pour redonner une bonne place au fleuve, au fleuve une bonne place dans la ville. D'accord. Je pense qu'on a vraiment passé ce stade du spéculatif qui était peut-être encore d'actualité il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on a de plus en plus de projets, d'appels à projets qui sont portés non seulement par l'ADEME, mais aussi par les municipalités pour favoriser ce genre de remise au centre du fleuve. Comme l'a montré Guillaume, c'était historiquement, le fleuve était vraiment une source d'activité. Et donc, de plus en plus, là, notamment dans l'est de la France, mais aussi dans certaines grandes métropoles où les fleuves sont très présents, il y a de plus en plus de projets et en tout cas d'entreprises qui se mettent à développer ce genre de réseau, à la fois aller donc sur la livraison, mais aussi retour avec la collecte des déchets en retour. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une énorme opportunité pour les villes de pouvoir évacuer des déchets ou des encombrants par le fleuve plutôt que par des camions dans les ruelles des centres-villes. D'accord, oui, en effet, de toute façon, on voit bien tous les intérêts. Hein. Après, donc il y avait une question sur le chat qui était, alors je la lis texto, alors les contraintes de capacité, poids par rapport à des modes de transport classiques
ne sont-elles pas trop importantes? Donc en gros, est-ce que quand on passe en fluvial, on n'a pas des contraintes de capacité qui sont plus embêtantes? Alors moi j'ajouterais, est-ce qu'il n'y a pas des questions aussi de coût de manutention qui peuvent être différents? Ouais, donc là, Alors, il y a... Vas-y. Vas-y, Adrien, commence, je compléterai. Oui, parce que moi je pense à un cas très particulier, notamment sur la ville de Toulouse, où là il s'agit d'avoir anticipé en amont, avant même de charger le bateau, que c'est des enfin des vélos ou des cargo bikes qui vont prendre le relais derrière. Donc on va packager des colis qui sont directement qui ont les capacités qui correspondent directement aux véhicules légers qui vont les prendre en charge par la suite. Donc il n'y a pas vraiment de manutention dans le centre-ville. Il y a éventuellement une manutention qui s'opère entre les dépôts périurbains et le chargement sur le bateau. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse déplacer un bloc du bateau vers le vélo et qu'il puisse partir directement. Ouais, donc c'est un peu l'idée des pailles conteneurs qu'il y a dans l'intérieur des objets, c'est un peu ça. C'est en gros, il y a des choses un peu standards et du coup, il n'y a pas vraiment de problème de manutention, si je comprends bien. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Alors d'un coup, il y a plein de questions qui arrivent. Donc je vous les lis en direct. Alors les vélos arrivent avec les bateaux, on utilise des livreurs locaux. Est-ce que vous avez des partenaires avec des réseaux de livraison? Alors ça, je pense que pour l'instant, vous, de toute façon, vous êtes plutôt sur l'aspect proto et vous n'avez pas de projet comment dire, c'est pas vous qui faites marcher les vélos, etc. Vous, c'est plutôt sur l'aspect intelligence. Ouais. Donc en fait, c'est exactement ça. On va venir équiper finalement une entreprise qui a déjà un réseau de vélos ou un réseau de bateaux et qui ont éventuellement, mais c'est pas toujours le cas, un début de système d'information. On va venir ajouter la brique manquante, en tout cas le moteur d'optimisation dans ce système pour favoriser et améliorer l'organisation du système. Donc nous, on n'a pas de hardware, on n'a pas de bateau, on n'a pas de vélo. Par contre, on va apporter la technologie, on va apporter l'outil d'aide à la décision et les mettre entre les mains de ces entreprises qui ont déjà tous ces équipements, qui ont déjà la connaissance du réseau et les compétences pour la livraison, pour leur permettre non seulement de synchroniser leurs différentes opérations, mais aussi de les optimiser et donc d'avoir une performance opérationnelle qui est accrue. Et alors, peut-être une dernière question qui est posée, alors c'est sur le fait que c'est difficile de synchroniser quand on est avec des vélos parce qu'on ne connaît pas bien c'est dur de timer les livreurs à vélo. Est-ce qu'il y a une notion de robustesse dans vos modèles? Ouais, comment vous gérez l'aspect synchronisation? Pour l'instant, il n'y a pas de notion de robustesse dans le modèle, hein, mais c'est un truc, ça peut s'ajouter. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que le bateau, il va être présent sur une très longue période de temps hein, au niveau du quai de déchargement. Donc, on n'est pas sur une synchronisation à 5 minutes près, peut-être. C'est comme si on avait en fait un dépôt présent pendant genre 1 heure ou 1 heure et demie, voire même 2 heures, voire même plus. Hein, oui, d'accord, c'est un dépôt mobile en fait, plus que vraiment un. C'est plus un dépôt mobile que. Voilà, parce que sinon, après, le bateau, il serait obligé de rentrer tout le temps. Enfin, donc. Ok. Alors, la notion de robustesse, oui. C'est plus sur la partie aléa éventuelle. J'ai un vélo qui crève un pneu ou un client qui est absent. C'est ce genre d'aléa qu'on va plutôt prendre en compte dans la partie robustesse. D'accord. Ok, bon alors on commence à me presser parce que on a dépassé l'horaire prévu. Donc merci beaucoup pour avoir présenté, c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on vous reverra l'année prochaine pour nous présenter vos avancées dans les différents dans vos différents projets. Et, merci beaucoup. Merci encore. Et donc on se retrouve cet après-midi pour ceux qui nous regardent sur YouTube à 13h30. Après la pause déjeuner. Et en cas de questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement. Ok, vous avez envoyé vos coordonnées sur le site. Merci. Merci.